On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, Biden est de retour en campagne électorale. Il veut donner un coup de main à Kamala Harris. Si j'étais Kamala Harris, je dirais merci beaucoup, mais non merci. Restez voilà, reposez-vous, M. Biden. Vous avez bien travaillé, là. Tu résumes assez bien la pensée de certains stratèges, mais surtout la problématique de Kamala Harris. C'est-à-dire que Joe Biden, on l'oublie souvent parce qu'on disait qu'il n'y avait plus de chances d'être élu. Hein? On regardait les États pivots, on regardait le vote populaire dans l'ensemble du pays, puis c'est là qu'on a commencé à exercer des pressions en disant on n'a plus de voie vers la victoire. Ça ne signifie cependant pas que M. Biden ait perdu tout attrait pour certaines clientèles électorales, incluant dans les États pivots. Et c'est un peu ce qu'on a vu en fin de semaine, et on va, je pense, distiller l'effet Biden soigneusement, par petites doses à des endroits bien précis. Mais en fin de semaine, on l'a vu dans certains États pivots, mais dans certains États pivots dans lesquels il y a une partie de la population qui est syndiquée ou de gens qui se retrouvent dans le parcours de Joe Biden. Il finit au sein de l'élite, hein, il a été sénateur une grande partie de sa vie, vice-président, président, mais il s'est toujours fait l'ardent défenseur de, entre guillemets, monsieur tout le monde. Donc, si on va en Pennsylvanie et si on parle à des ouvriers ou si on parle à des syndiqués, M. Biden, il ne faut pas l'oublier, hein, il y a un tas de choses qu'on a mis de côté, puis le parti l'a littéralement largué là, dans un temps qui a été très, très, très court. M. Biden est le seul président dans l'histoire des États-Unis à s'être avancé sur une ligne de piquetage. Ça n'était jamais arrivé. Le pays commence à avoir un bon vécu. Il n'y a aucun président, incluant des présidents qu'on a considérés parfois plus à gauche que lui, il n'y a aucun président qui avait posé ce geste-là. Donc, c'est la raison pour laquelle Kamala Harris a invité le président en fin de semaine. Hein. Elle joue un jeu, c'est vraiment un jeu d'équilibriste. Il faut qu'elle le maintienne pendant 2 mois. Kamala Harris, c'est « je suis la nouveauté, je suis demain », alors que je me fais l'héritière aussi du bilan de Joe Biden. J'ai été là à ses côtés pendant presque 4 ans. Je ne peux pas vous dire que tout ça était mauvais. Sinon, bien sûr, ça vient plomber ma campagne. Donc, elle veut être vue avec Joe Biden, mais dans certaines circonstances et auprès de certaines clientèles électorales, dans certaines localisations, pour ne pas dire localités précises. Mais c'est intéressant de le revoir en fin de semaine, le président Biden. Je ne sais pas si tu as remarqué, depuis qu'il n'est plus candidat à sa réélection, finalement, pour obtenir un second mandat, il n'y a plus personne qui trouve qu'il a l'air fatigué de Joe Biden. Il n'y a plus personne qui trouve qu'il a l'air d'avoir des problèmes neurologiques. Non, mais c'est pour dire qu'on pointait souvent les républicains du doigt ou Donald Trump en disant « Vous vous acharnez sur M. Biden, puis vous n'êtes pas médecin, personne là-dedans. » Pourtant, les démocrates commençaient aussi à laisser entendre qu'il y avait des problèmes avec M. Biden. Mais je sais pas pour toi, je regarde mes réseaux sociaux, je fais le tour chaque matin. Je commence par une vaste revue des médias américains. C'est bizarre, il a l'air en forme tout à coup. Il n'y a plus personne qui dit le président en exercice a des problèmes. Donc, en fin de semaine, il semblait en forme aux côtés de Mme Harris. Écoute, je suis en train de regarder là, sur le site du Devoir parce que je cherchais un texte. Le voici. John MacArthur dans le Devoir, que tu dois lire bien sûr régulièrement, éditeur de Harper's Magazine, qui écrit un texte aujourd'hui. Il dit... Je trouve que les démocrates, ils se pètent trop les bretelles. Là. Puis ils devraient se la jouer un peu plus humble parce que j'ai peur pour eux autres. Là. Ben écoute, je ne vais pas être le seul à lire M. MacArthur parce que je pense que Kamala Harris l'a lu. En fin de semaine, c'était exactement... Puis ce matin, ça faisait les grands titres. C'est exactement ce que fait Kamala Harris. En anglais, elle a dit « Nous sommes clairement les underdogs. Nous sommes les négligés de cette campagne-là. » Kamala Harris et les stratèges démocrates ne veulent absolument pas que les démocrates prennent les nouvelles positives qu'il y a depuis quelques semaines et qu'on commence à penser comme Hillary Clinton le fait. Moi, je pense qu'il faut regarder la campagne de 2016. Hillary Clinton, je répète, on sabrait le champagne à bord de l'avion la veille de l'élection, le soir même de l'élection, avant qu'on voit la carte se transformer au profit de Donald Trump. Donc, je pense qu'il faut absolument pas qu'on fasse ce jeu-là. Et non seulement si je suis Kamala Harris, je ne veux pas qu'on joue ce jeu-là, et je rappelle qu'on est les négligés. Je rappelle aussi que peu importe que Donald Trump ou Kamala Harris l'emportent,
il faut aussi qu'on ait une majorité à la Chambre et au Sénat. Un président Trump avec deux majorités à la Chambre et au Sénat démocrates, il va être paralysé comme le sont habituellement les présidents américains. Et l'inverse pour Kamala Harris. Elle pourrait devenir la première femme élue si elle perd l'actuelle majorité au Sénat, c'est une des choses qu'on craint. Elle pourrait se retrouver avec deux chambres républicaines. Que va-t-elle faire, elle qui se présente comme l'avenir? Le système américain, il est complexe. Il est pensé en termes d'équilibre, de poids et de contrepoids. Donc, on joue beaucoup là-dedans. Et il y a au moins 5 postes de sénateurs qui peuvent changer de main dans la prochaine élection. Donc, si Kamala Harris dit on est les négligés, elle pense à son élection à elle, mais elle pense à tous les démocrates dont le siège est en jeu et qui ne veulent absolument pas que les électeurs restent chez eux en disant c'est dans la poche. Ben, on veut que tout le monde aille voter. Tout à fait. Il ne faut pas qu'ils se disent c'est dans la poche. Il ne faut pas qu'ils paraissent trop arrogants. On se souvient François Legault qui disait à ses troupes, ne soyez pas arrogants. C'est voilà. Ça. Là. C'est exactement le message qu'il faut envoyer partout. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais en entrevue la semaine dernière, elle a dit ça. Et je répète en fin de semaine à 2 reprises, j'ai bien noté ce que disait Kamala Harris. Nous sommes les négligés. En gros, on va continuer à ferrailler pour aller chercher les indépendants, les indécis. Le fils de John McCain, je sais pas si tu es, parce que c'est une autre voix, le fils de John McCain va faire campagne pour Kamala Harris. C'est un officier dans la Marine, dans la Navy américaine, et il vient de faire une sortie contre Donald Trump, qui a tenté de transformer une visite au cimetière Arlington en publicité là, ou en coup politique. Donc, il ne s'était même pas exprimé quand Donald Trump avait dit de son père, John McCain, que c'était un loser parce qu'il avait été fait prisonnier pendant la guerre du Vietnam. Incroyable. Et là, il vient de mettre son pied à terre. Il a pris donc l'incident ou l'épisode d'Arlington et il va faire campagne maintenant en faveur de Kamala Harris. Donc, Kamala Harris veut ça, mais le tour de force, je pense, qu'elle a réussi depuis son entrée en scène, c'est de galvaniser les troupes. On avait peur que des démocrates peu motivés par la candidature de Joe Biden restent chez eux. Alors, c'est pas elle qui va dire, écoutez, c'est dans la poche, on est en avance, préparez tout ça, j'entre à la Maison-Blanche. Bien au contraire, on veut pas de ça, encore moins à 2 mois, grosso modo, de l'élection. Luc, le bureau d'enquête de Québécois a sorti plusieurs histoires sur les fameux postes de police chinois au Québec, un peu partout au Canada, qui harcèlent finalement les Chinois, les gens d'origine chinoise qui vivent ici. En disant, là, critiquez pas trop le régime, on vous a à l'œil, on sait que vous avez de la famille là-bas, faites attention, tout ça. Là, la Chine, tu dis, fait de la répression aux États-Unis aussi, là. Dossier qui est drôlement intéressant et j'ai pensé au bureau d'enquête, moi aussi. 6 mois d'enquête de la part du Washington Post qui a mené à un article fort intéressant aujourd'hui. Au mois de novembre dernier, Xi Jinping se présente à San Francisco. C'est le regroupement Asie-Pacifique qui se retrouve là. Et il y a certains manifestants, on le sait, il n'y en a pas de problème en Chine. On les règle à la source avec les manifestants. Donc, maintenant qu'il traverse l'Atlantique et qu'il se présente aux États-Unis, il y a des gens qui veulent manifester contre Xi Jinping, contre le régime, contre le non-respect, bien sûr, ou le fait de bafouer les droits et libertés. Ces gens-là se présentent à San Francisco et le Washington Post a fait une étude. Écoute, on est allé jusqu'à vérifier des images, de la reconnaissance donc d'images pour bien identifier qui s'en prend aux manifestants qui sont là pour protester contre Xi Jinping. Et on est parvenu à identifier des dizaines d'individus qui ont été engagés par la Chine, mais également des membres du Parti communiste chinois qui se sont rendus aux États-Unis et qui en sont venus au coup, qui effectuaient de la répression avec les gens qui souhaitaient passer un message à Xi Jinping. Donc, c'est d'abord particulièrement audacieux. Entre toi et moi, je pense qu'on se dirait, c'est littéralement baveux pour la Chine, que de débarquer aux États-Unis, alors que M. Biden et Xi Jinping ont discuté bien des fois, supposément, de droits et libertés. Il se présente là, puis il débarque avec son équipe pour s'assurer qu'on tasse les manifestants qui pourraient lui faire ombrage. Donc, j'ai vraiment trouvé que c'est un travail qui était c'est du véritable journalisme d'enquête. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais c'est fascinant de voir qu'on s'invite chez un rival. On se le cachera pas au plan économique et au plan militaire, mais on débarque avec sa gang pour empêcher les manifestants. On le fait chez nous, on le fait en Chine, et là, on est allé le faire à San Francisco également. Ça, c'est le Washington Post.
C'est le Washington Post aujourd'hui. On retrouve le bon vieux Washington Post de l'époque Oui. là, qui faisait des longues enquêtes, là, parce qu'ils étaient à un moment donné dans l'eau chaude, le Washington Post. Là. Oui. Écoute, il y a deux journaux, je trouve, qui ont traversé une période très, très difficile, qu'on associe un peu plus à la gauche, mais parfois c'était carrément devenu à l'occasion des journaux activistes par certains journalistes ou encore par ceux qui écrivent les chroniques d'opinion, le New York Times et le Washington Post. Et je pense qu'on est en train de rétablir la situation. C'est-à-dire qu'on en revient au journalisme que j'aime suivre, celui dont moi j'ai besoin pour nourrir mes chroniques ou encore me faire une tête sur un sujet. Le New York Times a eu sa propre petite querelle. On avait carrément des journalistes dits woke d'un côté et des journalistes, appelons-les traditionnels à défaut de mieux. Je pense que le Washington Post vient de nous offrir un très, très beau morceau de journalisme d'enquête. Luc, ça nous fait un prochain segment, une prochaine chronique, parce que moi, je sens le vent tourner sur le wokisme. Ouais. Je pense qu'on est arrivé au bout de cette aventure-là et que, et dans les universités, et dans les journaux, et un peu partout, on commence à se dire, wow, on va mettre sur le frein. On fera pas la chronique tout de suite, mais je suis d'accord avec toi. Je regarde juste au sein du Parti démocrate et au sein du mouvement progressiste. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on trouve ça lourd maintenant chez certains progressistes, les abus d'un groupe, peu importe la taille qu'on lui accorde, mais on nuit à la cause plus qu'on l'aide. Et je pense qu'on est en train de recentrer un petit peu le message sur l'essentiel. Mais donc, prochaine chronique, je suis bien d'accord, j'embarque, on y va. OK, parfait. Merci, bonne journée, Luc. Salut. Bye bye, toi aussi.